Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Éric Bothorel pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nos connaissances sont une goutte, notre ignorance un océan, disait Isaac Newton, soulignant ainsi les limites de l'esprit humain pour appréhender les phénomènes naturels et les lois qui les régissent. Ces limites, nous nous y heurtons également face à un objet aussi complexe que la gestion d'une épidémie causée par un virus qui, rappelons-le, était inconnu de tous il y a quelques mois et depuis a conduit la moitié de l'humanité à se confiner, faute de mieux. En effet, sans vaccin ou traitement disponible, et dès lors que la circulation du virus n'a pu être circonscrite à quelques clusters, nous n'avions guère d'autre choix que de prendre cette décision éprouvante pour ralentir l'épidémie, soulager nos systèmes de santé et sauver un maximum de vies. Cette stratégie de confinement s'est montrée tout aussi efficace que terriblement coûteuse. Efficace car le confinement a permis d'endiguer la première vague d'épidémie avec succès, le taux de transmission du virus dans la population ayant été réduit d'au moins 80%. Mais cette stratégie est coûteuse car, outre son impact économique, le confinement engendre une grande souffrance chez bon nombre de nos concitoyens. Il faut donc en sortir, mais de façon progressive, car une levée soudaine des mesures de contrôle fait courir le risque d'une deuxième vague et d'un bilan humain désastreux. La sortie du confinement doit donc s'inscrire dans la continuité de la stratégie de contrôle de l'épidémie. En ce sens, nous devons poursuivre les mêmes objectifs, limiter l'apparition de nouvelles infections et traiter le plus efficacement possible les cas détectés afin de limiter le nombre de formes graves. Protéger, tester, isoler, c'est en substance ce que vous avez présenté tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre. Cette stratégie doit nécessairement être souple et adaptative car, de l'aveu des experts réunis au sein du Conseil scientifique, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Compte tenu de cette incertitude, il nous faut mobiliser tous les moyens disponibles. Masques, tests, gestes barrières, distanciation sociale, outils technologiques. Il en va de notre capacité à alléger les contraintes que les Français subissent et éviter à tout prix la perspective d'un reconfinement. Pour ce faire, le Conseil scientifique a formulé plusieurs axes stratégiques dans son avis du 20 avril et je me félicite que le gouvernement s'inscrive dans son sillage. Nous avons réussi le confinement et pour réussir le déconfinement, il y a plusieurs prérequis à remplir. D'une part, nous devons fournir à tous nos concitoyens des équipements de protection pour réduire la transmission du virus et d'autre part, identifier systématiquement les cas suspects afin de les tester et, le cas échéant, les isoler. C'est en ce sens que l'État, les collectivités, les acteurs économiques et du système de santé publique ont travaillé sans relâche. Si certains pouvaient encore dire au début du mois d'avril que la France n'avait pas les moyens de son déconfinement, les choses ont changé depuis. Ainsi, nous avons reconstitué nos stocks de protection matérielle et pourrons les mettre à disposition de toute la population le 11 mai en fonction des besoins. Pour les masques chirurgicaux et FFP2, réservés en priorité aux soignants et aux personnes très exposées, cette reconstitution a été progressive car les chaînes d'approvisionnement en provenance de Chine ont été rompues et qu'il nous a fallu structurer une filière industrielle. Depuis mars, tous les efforts ont été entrepris afin d'augmenter les capacités de production nationale et multiplier les commandes à l'étranger. Nous produisons actuellement 10 millions de masques par semaine et nous devrions atteindre l'objectif de 20 millions fin mai. Parallèlement, le pont aérien mis en place avec la Chine fonctionne et une nouvelle commande de 100 millions d'unités est attendue cette semaine. Pour la population générale, des masques alternatifs de production industrielle ou artisanale suffisent et doivent être distribués en priorité aux personnes en contact régulier avec le public. Pour cette catégorie, plus de 41 millions d'unités ont déjà été produites depuis le 30 mars et 242 entreprises présentes sur le sol français se sont positionnées sur ce marché, ce qui nous permettra d'atteindre l'objectif de 38 millions la semaine du 11 mai. Réutilisables jusqu'à 20 fois, ces masques conviendront à la plupart des activités professionnelles classiques et à la vie de tous les jours. Cela étant, il faut rappeler que le port de ces masques peut donner un faux sentiment de sécurité. Il n'est réellement efficace que s'il est couplé à un strict respect des mesures barrières et de distanciation sociale. En tout état de cause, il conviendra de veiller scrupuleusement à ce que des équipements soient disponibles sans risque de rupture d'approvisionnement et à des tarifs abordables pour tous. Sur les masques grand public, nous voyons déjà apparaître des pratiques de prix abusifs, avec certaines officines qui les commercialisent à 10 €, alors que les prix attendus sont de l'ordre de 2 à 5 €. Ces pratiques sont parfaitement inacceptables. Et bien que cette piste ait été écartée, peut-être faudra-t-il reconsidérer la question de l'encadrement tarifaire.
Par ailleurs, il me semble que nous pourrions utilement nous appuyer sur la mobilisation des réseaux de Fab Lab et de makers indépendants, qui ont joué un rôle important depuis le début de la crise et ont permis de réduire les pénuries de matériel de protection et de soins. Cette formidable énergie doit être soutenue et, à tout le moins, il faut nous garder de toute initiative réglementaire qui viendrait freiner l'innovation locale, territoriale, celle de vos Fab Labs, de tous vos territoires, de vos couturières, de tous vos territoires. Parallèlement à l'équipement de la population en matériel de protection, réussir le déconfinement suppose de déployer des capacités d'identification rapide des cas, de leurs contacts et d'isolement de patients de tous les porteurs sains et contagieux. Ces capacités d'identification nécessitent de disposer de tests fiables en nombre suffisant et de déployer des moyens logistiques et humains très importants sur l'ensemble du territoire. Sur le sujet des tests d'abord, attention à rester prudent vis-à-vis des tests sérologiques qui présentent encore des limites importantes et n'ont qu'un intérêt relatif pour un usage individuel. Dans un premier temps, ils devraient plutôt servir aux enquêtes épidémiologiques visant à déterminer le niveau d'immunité de la population. Ce sont en effet les tests dits PCR qui doivent être le principal outil du diagnostic et du contrôle de l'épidémie. L'enjeu des prochaines semaines est donc de prévoir leur disponibilité à large échelle sur tout le territoire. La semaine dernière, plus de 270 000 tests PCR ont été réalisés. Nos capacités ont doublé en 15 jours et continuent d'augmenter pour atteindre l'objectif des 500 000 à 700 000 tests par semaine au 11 mai. Toutefois, tester toute la population n'est ni réaliste ni souhaitable. Cela prendrait trop de temps et ne donnerait qu'une image transitoire de la situation. Les tests PCR devraient plutôt concerner toute personne qui présente le moindre symptôme évocateur afin de l'isoler si elle est positive. Ces contacts devront être également identifiés, testés et isolés si nécessaire. Une telle stratégie nécessitera une forte mobilisation de personnel formé et une logistique humaine importante. Il s'agira en effet de constituer une force sanitaire, les fameuses brigades sanitaires, d'environ 20 000 à 30 000 personnes, qui remplira des missions de détection et d'orientation des cas, d'évaluation des risques, de transmission et de recommandation de la stratégie d'isolement à suivre. Il s'agira également de prévoir un maillage important d'infrastructures sur le territoire national pour rendre les tests accessibles facilement. Ces infrastructures et équipes devront être mises en place et coordonnées aux différents niveaux, régionaux ou territoriaux, au plus proche de la population. Elles pourront être constituées par la mobilisation de médecins, de personnels paramédicaux, de volontaires, de personnel à recruter. Une formation opérationnelle et délivrant les prérequis en matière de confidentialité des données devra être dispensée à chacune des composantes de ce service. Car dans ce dispositif sanitaire, les outils numériques ont vocation à occuper une place toute particulière. Ils ont d'abord un rôle clé à jouer pour soutenir la logistique et permettre la bonne intégration des différentes étapes du processus, notamment concernant la réalisation des tests, le rendu des résultats et l'alerte rapide des personnes positives, la recherche des contacts ou encore le transfert des données en temps réel au système de surveillance épidémiologique. Sujet largement maîtrisé par des collègues ici présents comme Pierre-Alain Raffan, Mounir Majoubi, j'oublie beaucoup de monde, pardon pour ceux que j'aurais oubliés. En ce sens, la situation appelle à la construction d'un système d'information réparti, simple, interopérable, aidant les agents, permettant l'exploitation et la consolidation des données. En complément, certains outils numériques facilitant le contact tracing peuvent se révéler extrêmement précieux pour renforcer l'efficacité de ce dispositif. Permettez-moi, à ce titre, de dire un mot du projet d'application Stop Covid, qui a suscité de nombreuses polémiques et divise sur tous les bancs, jusqu'à certains membres de notre majorité. Ce débat est légitime, et sur des sujets ayant trait aux libertés et droits fondamentaux, il est sain que des différentes sensibilités s'expriment. Je ne m'écarterai pas de ce qu'a dit le Premier ministre à ce sujet tout à l'heure. Pour ce qui est de notre groupe dans sa majorité, je crois pouvoir dire qu'il est favorable à tout outil numérique éthique, encadré, protecteur du consentement et de la vie privée de l'utilisateur et efficace sur le plan sanitaire. Et c'est bien ce à quoi nous avons affaire, ainsi que l'ont rappelé la CNIL ou le Conseil national du numérique dans leurs avis respectifs, à condition de prévoir des garanties suffisantes. Nous y serons particulièrement attentifs. Pour certains, cette application serait d'emblée assimilable aux technologies de surveillance les plus invasives, comme la reconnaissance faciale, et il faudrait la refuser par principe, sans même étudier les possibilités de ligne rouge ou son utilité potentielle. Rien n'est plus irresponsable à mes yeux. Finalement, nous ne sommes pas très loin des observateurs mal avisés qui, par le passé, ont jugé inutile de conserver un stock d'1 milliard de masques pour ensuite, lorsque le besoin s'est fait sentir, nous expliquer qu'il aurait fallu le préserver. Personnellement, je considère qu'il est préférable, dans le cadre d'une crise sanitaire, d'écouter les épidémiologistes lorsqu'ils avancent qu'un tel outil peut être utile et qu'il est possible de le concevoir dans le respect de nos valeurs. Ne cédons rien à l'ultra-crépidarianisme. Écoutons-les donc, certes, sans naïveté, et attendons de voir si cette application fait ses preuves, quitte à l'abandonner si ce n'est pas le cas. Au moins, nous aurons pris toutes les précautions pour disposer de nos propres outils souverains. Chers collègues, je conclurai mon propos en insistant sur les difficultés et les incertitudes qui se présentent devant nous.
Si nous avons fait avancer notre connaissance du virus ces derniers mois, de nombreuses inconnues demeurent. La certitude que nous avons acquise, c'est que le confinement et les gestes barrières fonctionnent. Pour ce qui est du déconfinement, nous nous y préparons. Nous avons bon espoir, mais sans garantie définitive. L'avenir est incertain et il faut assumer une part de risque. Nous ne pouvons pas nous contenter de réfléchir à toutes les options possibles pendant que le virus continue à sévir, car le temps est son meilleur allié. En temps normal, nous évaluerions d'abord et essayerions ensuite. Il nous faut agir, expérimenter, évaluer nos actions et les réviser si nécessaire. Les défis logistiques, humains et technologiques à résoudre pour contrôler l'épidémie en sortie de confinement sont considérables. Les 2 prochaines semaines seront cruciales pour renforcer les moyens dont nous avons besoin, mais les progrès sont déjà là et les orientations prises sont les bonnes. Je vous invite donc, au nom du groupe de La République En Marche, à voter en faveur de la déclaration du gouvernement. Merci. Merci, monsieur le député. La parole